Bonjour tout le monde. On a souvent l'impression que les humains croient n'importe quoi. L'univers est rempli à ras-bord d'idées stupides, de récits enjôleurs, de théories farfelues, d'arnaques vicieuses. Dès qu'on est sensibilisé à ces choses-là, on en voit partout, on se sent un petit peu encerclé. C'est normal. Des croyances bizarres vivent dans la tête des autres. Et c'est inquiétant parce que les autres, en fait, quand on y pense, ils votent, ils élèvent des enfants, ils prennent des décisions, ils font des choses sur la base de croyances bizarres, certainement fausses, qui sont mauvaises conseillères. Ce serait bien de pouvoir s'en débarrasser. Des idées, pas des gens. Et à cette fin, voici un petit tutoriel sur la manière de procéder à ce qu'on appelle un entretien épistémique. Petite parenthèse historique, la maman de Socrate, Phénarète, était sage-femme. Son art, la maïeutique, consiste à aider les femmes à accoucher. Socrate a repris ce mot par analogie pour nommer la pratique de l'interrogation des connaissances qu'il appelait l'art de faire accoucher les esprits. Cette technique, d'à peine 2500 ans, est toujours d'actualité, on n'a pas trouvé mieux. Au XXIe siècle, on a troqué le terme de maïeutique pour celui d'entretien épistémique. Il s'agit d'appliquer la méthode socratique à des conversations informelles dans la rue, dans les médias sociaux ou dans tout autre contexte de la vie quotidienne. Le but est de poser des questions pour amener une personne à devenir plus consciente de la manière dont elle arrive à ses conclusions, de sorte à pouvoir les remettre en question. Il faut prendre au sérieux les raisons pour lesquelles les tenants adhèrent à des croyances, même bizarres. La pratique est certes héritée de Socrate, mais pour le philosophe grec, tel qu'il apparaît dans les textes de Platon, elle était avant tout une manière, une occasion de démontrer à ses chers concitoyens qu'il ne savait à peu près rien de toutes les choses dont il parlait beaucoup, avec assurance et aplomb. Le questionnement socratique a poussé notre philosophe à remettre en question un petit peu trop ce que les gens autour de lui trouvaient important, et son procès lui a coûté la vie. Donc c'est un petit peu risqué comme truc, faites attention, vous êtes prévenus. L'entretien épistémique moderne n'est pas un art de combat, mais la méthode sans doute la plus efficace pour mettre les croyances à l'épreuve et déloger des représentations avariées, des théories bancales, des sornettes et fadaises qui se lovent dans notre esprit. Son efficacité toutefois reste relative. Elle dépend de nombreuses variables sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de prise et c'est pourquoi il est nécessaire de se plier à des règles bien précises pour améliorer les chances que l'entretien se passe bien. Alors, c'est quoi les conditions? 1. Un entretien épistémique n'est pas un débat. Il ne s'agit pas de convaincre son interlocuteur. C'est un dialogue asymétrique où l'un des participants propose à l'autre de mettre à l'épreuve les raisons qu'il a de penser un truc. Cette asymétrie est très importante, il faut l'assumer comme telle en toute transparence, mais aussi la désamorcer en ne se présentant jamais comme étant en mesure de porter un jugement, de faire la leçon, d'être en surplomb. C'est pas à vous de juger, in fine, l'entretien. Vous êtes au service de votre interlocuteur pour l'aider à tester ses idées. Et puis les rôles, d'ailleurs, pourront être inversés pendant l'entretien si on estime que c'est nécessaire. Condition numéro 2, il faut éliminer les enjeux externes. Un entretien qui se déroulerait en public ferait peser sur chacun le poids d'une réputation à défendre, d'une image à contrôler. L'objectif purement épistémique risquerait de succomber à des considérations sociales. Condition numéro 3, idéalement, il faudrait qu'il existe un lien de confiance entre les participants. Que chacun accorde de la valeur à la parole, à l'opinion de l'autre. Pourquoi? Parce que l'entretien demande du temps, des efforts, de la réflexion, sûrement qu'il faudra le réitérer, et tout ça n'est guère possible avec un inconnu parfait, un internaute lambda, dont on ne connaît ni les valeurs ni les priorités, ou avec une personne que l'on méprise, ou qu'on déteste, ou réciproquement. Condition 4, il est souhaitable d'établir au préalable une limite de temps ou un point d'arrêt à la conversation, voilà, un cadre, parce que vous avez envie que le participant en face de vous ne considère pas la discussion comme close, terminée, classée, mais comme le point de départ de ses réflexions. Donc, on pose un cadre. Condition numéro 5, il faut s'assurer que l'interlocuteur est dans une situation où un entretien épistémique est possible. Il doit être mentalement disponible pour une conversation où une croyance potentiellement importante pour lui sera remise en question. Perdre une croyance structurante peut causer un traumatisme.
Or, votre objectif n'est pas de démolir cette personne, nous sommes bien d'accord. Condition numéro 6, être préparé vous-même. Il faudra être calme, ne pas porter de jugement, ne pas balancer des blagues vaseuses et dévalorisantes. Il est bon de s'être renseigné sur le sujet, en amont, d'avoir identifié des ressources pertinentes, des experts, des mots-clés, se familiariser avec l'argumentaire habituellement déployé à l'appui de cette croyance pourrait être un plus. Et enfin, il faut pouvoir assumer que l'exercice soit un échec. Et même rester ouvert, tenez-vous bien, à la possibilité d'avoir tort et d'être en face de quelqu'un qui a raison de penser ce qu'il pense. Ouais, hein, donc c'est un peu... voilà, faut être prêt. Ça n'est pas un exercice facile. Maintenant que les conditions sont réunies, l'entretien épistémique peut commencer. Je propose un petit modèle en 20 étapes. 20 étapes que vous pourrez modifier vous-même au gré de vos expériences. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire des commentaires sur comment vous procédez, comment vous modifieriez éventuellement ces différentes étapes pour rendre ça plus efficace, plus fluide, plus humain, plus agréable. La section de commentaires est là pour ça. Commençons. Étape 1, bien sûr la plus importante. Étape 1, on s'occupe d'abord de ce qui se passe dans notre tête. La pensée critique est avant tout un questionnement sur soi. Voilà. Donc on s'occupe des croyances des autres uniquement quand les autres nous en parlent. L'entretien épistémique, ça ne consiste pas à aller jouer l'inquisiteur chez les autres. On propose quelque chose quand quelqu'un exprime déjà des croyances. Étape 2, on explique le principe de l'entretien épistémique avant de commencer. On se met d'accord sur pourquoi on le fait, comment on le fait. Sans accord préalable, l'exercice est vain. On ne force pas les gens, ça ne sert vraiment à rien. Étape 3, vérifier que l'on n'attribue pas à l'autre une croyance qui n'est pas la sienne. Donc on lui demande de formuler avec ses mots à lui le contenu de la croyance qu'on va examiner ensemble. Par exemple, Obi-Wan est plus fort que Gandalf. Étape 4, demander à l'interlocuteur de définir les termes qu'il utilise. Éventuellement, si c'est compliqué, on peut l'aider. On peut ensemble aller vérifier dans le dictionnaire. On se met d'accord. On se met d'accord au départ sur le sens des mots. Étape 5, s'enquérir des raisons que l'interlocuteur a de croire ce qu'il croit, plutôt que de supposer qu'on le sait déjà. On ne sait pas lire dans l'esprit des gens. Vous le savez déjà, je suppose. Étape 6, identifier la raison principale, l'argument central à l'appui de la thèse qui est défendue et qui est en question. On en convient ensemble et à partir de là, on peut rentrer dans le cœur de l'entretien. Étape 7, souligner, formuler, rendre explicite toutes les prémices qu'il y a à la base de cet argument, de cette raison de croire. On montre, on met en évidence tous les éléments sur lesquels repose le raisonnement qui remporte l'adhésion. Étape 8, on ne contre-argumente pas, on ne critique pas, mais on reformule l'opinion de la personne en face de nous, de sorte à démontrer deux choses. 1, qu'on a écouté ce qu'elle nous a dit, et 2, qu'on a compris ce qu'elle nous raconte. Fondamental. Étape 9, on propose à l'interlocuteur de vérifier les informations. Donc avec lui, un ordinateur ou tout ce qu'on veut, on va remonter aux sources, on va questionner les sources, est-ce que c'est des sources fiables, pas trop fiables, on va comparer, et à la fin, on va évaluer si l'information est crédible ou pas. On va demander à l'interlocuteur d'évaluer, de réévaluer son jugement sur le fait que l'information, elle est vraie ou fausse, elle est fiable ou pas fiable. Étape numéro 10, une fois qu'on a évalué la qualité épistémique des informations, on peut regarder si l'argument qui utilise ces prémices arrive logiquement à la conclusion. On regarde la qualité de l'argument en tant que tel, on la compare, on se met d'accord, on l'évalue. L'étape 11, c'est le moment où tout peut s'arrêter, parce que moi, comme mon interlocuteur, on peut changer d'avis sur ce qu'il faut croire. Deux possibilités. 12, si l'argument qu'il propose est valide, mon interlocuteur a bel et bien une bonne raison de croire ce qu'il croit, de penser ce qu'il pense, c'est super. Alors, on peut continuer à regarder malgré tout ces autres arguments, mais il suffit d'avoir une bonne raison de croire quelque chose pour pouvoir le faire sans avoir à rougir, en fait. Donc on peut s'arrêter là. 13, si l'argument est invalide, attention, prudence. Un argument invalide n'est pas la preuve qu'il croit un truc faux. C'est la preuve qu'il a argumenté avec un argument invalide. Alors on met de côté, et c'est tout. Et donc si on en est là, il faut
que l'interlocuteur admette que l'argument invalide était pas terrible, et donc il faut lui demander de réévaluer la place que l'argument occupait. Peut-être que l'argument était hyper important pour lui, ou peut-être, vous verrez que c'est souvent le cas, finalement, cet argument dont on a montré qu'il était bof, on peut le mettre de côté. Maintenant, on se pose la question, 14, est-ce qu'il continue de croire à l'énoncé en jeu, à la croyance qu'on examine? Sinon, bah, c'est fini, il y a peu de chance. Si oui, bah, il faut examiner les autres raisons qu'il aurait de croire. Mais avant d'aller voir d'autres arguments, on doit s'arrêter là et être bien ferme, et lui demander de renoncer à utiliser l'argument qu'on a examiné ensemble et dont on a vu ensemble qu'il était invalide. Tout l'entretien sert à ça. Ça sert à éviter une surenchère argumentaire et à, au contraire, éliminer de la table, de l'espace des choses discutables, les arguments mauvais. Donc, s'il refuse ça, bah, il faut lui faire comprendre que c'est dommage parce que c'était un petit peu tout l'enjeu de la discussion, d'accepter, d'écarter les mauvaises raisons, les mauvaises justifications de croire des choses. On va parler du principe que la personne en face de vous est honnête et volontaire, donc elle accepte cela. Et donc, étape 15, la personne a-t-elle d'autres arguments, d'autres raisons de croire ce qu'elle croit, qu'on puisse tester? Dans ce cas-là, c'est simple, on retourne à l'étape numéro 6, et on fait autant de cycles que nécessaire pour tester, les uns après les autres, tous les arguments, et on évalue, voilà. Et puis si la personne en face de nous admet à chaque étape que l'argument n'est pas bon, mais qu'elle continue de croire quand même, mais ben on continue, on fait des boucles, et on finira par arriver à un moment donné où la personne en face de nous continue de croire cette chose en discussion et n'a plus d'argument testable. Là, on passe à l'étape 16. Étape 16, cet argument non testable, bah, on l'interroge. Qu'est-ce que c'est? La personne peut nous dire que c'est une sorte de vérité intérieure, c'est une sorte d'état subjectif, de connexion qu'elle ressent. En gros, c'est un ressenti, et ça n'est pas objectivable, ça n'est pas testable. Et donc la bonne réponse à ça, ça n'est pas la moquerie, bien sûr, vous l'avez compris. On ne dénigre ni le ressenti, ni le vécu, ni l'expérience de la personne, ni son épistémologie personnelle. On peut en douter, mais en tout cas, on ne la dénigre pas. Et ce qui peut aider, c'est ce qu'on appelle la preuve par autrui, c'est montrer qu'il y a d'autres gens dans le monde qui défendent des idées que notre interlocuteur sait être fausses sur la base de ressentis, de connexion subjective avec le réel. Et ça montre la fragilité du rapport au réel, du rapport à la connaissance de l'être humain. Et il n'y a pas tellement d'autres choses à faire que ça, en fait. On fait la preuve par autrui, et on se tait. On laisse notre interlocuteur réévaluer si cette manière de justifier sa croyance est suffisante ou pas. Voilà. Et après, on passe à l'étape 17, où on va rendre explicite tout ce qui s'est passé. On montre bien qu'on a testé toutes les hypothèses, tous les arguments, et qu'il ne reste plus de raison valable de croire X. Et donc que ça justifie la posture que vous avez depuis le départ, une posture de sceptique, qui ne consiste pas, je suppose, à dire ce que tu crois est faux, c'est l'inverse qui est vrai, mais à dire je ne suis pas convaincu par la thèse que tu défends, parce que je n'ai pas de raison d'y croire. Mais encore une fois, on ne conclut pas. Étape 18, on résume tout, c'est-à-dire qu'on on reprend le déroulé des opérations et on reprend et on restitue à la personne comment ça s'est passé. On dit, voilà, on a commencé par questionner l'argument 1, tu vois, on a fait ça, on a vérifié cette chose-là, là, on était d'accord que c'était pas terrible. L'argument 2, finalement, tu as reconnu qu'il fallait qu'on oublie. Le 3, là, il y avait une difficulté, c'était pas sûr. Et on reformule de manière à manifester qu'il s'est passé un truc, que l'entretien a eu un contenu. Et on valide chaque étape avec lui. C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez ce qui s'est passé, vous restituez, et à chaque étape, vous faites valider par l'autre. Et à la fin, vous arrivez à un résumé des opérations où tout le monde est d'accord sur ce qu'il s'est passé. Étape 19, laisser l'interlocuteur tirer sa propre conclusion de l'échange qui a eu lieu. On ne le force pas à admettre qu'il doit changer d'avis, mais on lui demande son avis sur le déroulé de l'entretien et ce qu'il en retire. Et enfin, étape numéro 20, on remercie notre interlocuteur pour son ouverture d'esprit, d'avoir accepté de jouer le jeu. Voilà, on est bien content de l'échange qui a pu avoir lieu. Éventuellement, on propose de recommencer une prochaine fois, et puis là, bah, on va faire, je sais pas, on va jouer au foot, on prend un jus d'orange, ou on joue à la Nintendo. On fait un truc sympa avec l'autre. Il faut que ça se finisse bien.
Il faut que la personne finisse en se disant « C'était vachement cool de discuter avec l'autre là, la prochaine fois, je vais revenir avec d'autres arguments. Voilà. Il faut que la personne elle ait envie de revenir, qu'elle ait un goût de revenez-y, parce que c'est ça qui fera qu'elle pourra retravailler dessus, au lieu de se dire j'ai passé un mauvais moment, donc j'oblitère, paf, scotome, et c'est fini. Non, vous avez envie que l'événement, que l'entretien continue d'agir dans la tête de la personne. Voilà pour mon modèle en 20 étapes. En 20 étapes, décidément, les liaisons. Sachez bien qu'il n'y a pas de formule magique, qu'il n'y a pas de recette scientifique qui dirait comment procéder pour que ça marche. Donc je vous restitue mes différentes lectures et expériences sur le sujet, et j'espère que ça vous sera utile. Bien sûr, attention, est-ce que c'est efficace? On estime qu'il faut en moyenne 6 crises épistémiques, donc 6 moments de doute fort, pour qu'une personne quitte une dérive sectaire. Alors bon, pour des croyances moins engageantes, sûrement que c'est moins que 6, sans doute, ça peut se faire plus vite, mais il y a de fortes chances que ce soit plus que 1. Donc gardez à l'esprit que l'entretien épistémique ne se soldera certainement pas, presque jamais par un « Ah mais en fait, oui, mais maintenant que tu le dis, putain, oui, bien sûr, ah mais en fait, j'y crois pas du tout. » N'espérez pas ça. Si ça arrive, c'est super, ça fera des grands souvenirs, mais globalement, ça n'arrivera pas, donc n'espérez pas ça, comme ça vous ne serez pas déçus par ce qui se passe. On ne déradicalise pas les gens contre leur gré, on ne se bat pas contre les croyances, parce que sinon elles risquent de se défendre en utilisant leur hôte, l'autre c'est la personne. Hein. Quand on critique une idée, on vise l'idée, mais la personne qui possède l'idée, elle pense qu'on la vise elle, alors il faut arrêter de penser comme ça, mais c'est compliqué, donc du coup attention. Donc c'est mieux de ne pas être dans cette posture-là. Et l'entretien épistémique, on n'est pas face à face, on est côte à côte, et on pose sur la table, de manière métaphorique, les arguments pour les examiner. Et donc, on se glisse dans le rôle d'auxiliaire, où on n'est pas en train d'argumenter ou d'amener, on est en train d'aider à trier. Et le rôle qu'on se donne, qu'on accepte de se donner mutuellement, c'est qu'on aide la personne à côté de nous à avoir l'occasion de formuler des justifications que peut-être elle n'avait jamais dites à haute voix, donc elle s'entend en train d'argumenter, de faire référence à des faits que du coup, une fois qu'ils sont devant nous, on peut aller les vérifier, peut-être qu'avant on n'avait pas pris le temps de les vérifier, et puis on lui donne l'occasion d'articuler un argumentaire qui peut-être était resté à l'état larvaire dans sa tête, parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion vraiment de le déployer devant quelqu'un et de s'entendre le faire. On joue le rôle de catalyseur, en fait, pour que la personne puisse traiter, trier toutes ces choses-là. Et notre objectif doit être d'être parfaitement interchangeable. En tant que catalyseur, j'ai pas besoin que ce soit moi qui soit là. N'importe qui ferait cet exercice aiderait la personne en face de lui, à côté de lui, à aboutir au même résultat. Parce que je ne suis pas en train d'essayer de faire rentrer de force dans la tête de l'autre des idées qui viennent de moi. Je suis en train de l'aider à trier des idées qui viennent de lui uniquement. Et donc c'est extrêmement doux, normalement, comme pratique, quand on y arrive. C'est pas toujours évident, bien sûr. Parce qu'il faut s'effacer derrière la réflexion de l'autre. C'est lui qui travaille. Et puis enfin, quand même, il faut s'interroger, quand on est en train de faire ça, avant de le faire, sur le but que l'on vise. L'entretien épistémique, c'est d'abord un acte altruiste. On cherche à aider autrui comme on voudrait qu'on nous aide nous-mêmes. Moi, je souhaiterais qu'on m'aide à me débarrasser d'idées fausses, parce que ce que je veux dans la vie, c'est croire le maximum de choses vraies et le minimum de choses fausses. Voilà. Mais j'ai aussi appris, au fil du temps, parce que le temps ne fait pas que des vieillards, des fois on apprend des choses, que les croyances humaines, c'est un petit peu le bordel, et là c'est un élément extrêmement important sur lequel je veux insister. Les croyances humaines n'ont pas toutes uniquement pour vocation d'être vraies. Il y a des croyances que nous les humains, on aime bien, elles sont, voilà, on les partage, on en parle, et même si elles étaient fausses, ça n'aurait pas tellement d'importance en fait. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est comme ça que marchent les autres êtres humains. Et donc, ces croyances, elles ont, en partie, pas toutes, mais certaines, un rôle social. Nos croyances nous disent qui nous sommes. Et si on oublie ça, si on n'a pas ça à l'esprit, alors l'entretien épistémique risque de devenir un petit peu la question de l'inquisiteur. Or, c'est pas le but. Notre but, c'est pas de
de forcer l'autre à abandonner une croyance qui ne serait pas vraie, mais c'est de questionner son statut épistémique. On peut très bien décider en toute conscience de continuer à croire un truc faux. Ça dépend de nos valeurs et de nos priorités. Et ça regarde que chacun. On n'a pas à juger. Ça dépend des conséquences, bien sûr. À cause de ça, certaines des croyances de nos contemporains, même si elles nous semblent erronées, pénibles, représentent une sorte de zone interdite. Chercher à retirer à mon prochain une croyance qui exprime une facette de sa personne, à laquelle il tient, c'est franchir le Rubicon. Parce que, qu'on le veuille ou non, ça revient en quelque sorte à lui dire qu'il a tort d'être qui il est. En tout cas, de penser que c'est ça qu'il est, qu'il a tort. Et bien ça, voyez-vous, je pense que personne n'est armé pour le prendre bien, d'être paisible face à une telle agression. Quand vous venez avec vos gros sabots saccager le jardin du voisin, forcément il va mal le prendre. Hein. Donc, mon conseil, pour tout le monde, hein, et moi y compris, c'est qu'il faut qu'on choisisse bien judicieusement les sujets sur lesquels nous pouvons nous permettre d'éprouver les croyances des humains et qui n'ont pas confié ni à vous ni à moi la mission de les sauver d'eux-mêmes. Donc, chers amis, essayez chez vous, dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes, sur des sujets bien choisis, vous pourrez bien faire changer les choses grâce à l'entretien épistémique, à la méthode socratique. Faites-le, et puis revenez ensuite en commentaire, proposer des améliorations à ce tutoriel en 20 étapes, que vous trouverez prochainement sous format écrit dans le livre « L'esprit critique pour les nuls » qui sortira cette année en 2023. Voilà, prenez soin de vous, partagez les vidéos si elles vous paraissent utiles. Attention les uns et les autres aux idées que nous acceptons de mettre dans notre tête. Et je le répète, occupons-nous d'abord de la tête qui est sur nos épaules à nous. C'est celle dans laquelle se nichent les idées qu'on aura le plus de mal à dénicher. Là-dessus, passez une bonne journée. Je vous embrasse si vous en avez envie. À bientôt.